Géopolitique OUA, Union africaine, une révolution dénominationnelle. Nous nous interrogeons encore ce matin. Géopolitique OUA, une révolution dénominationnelle. C'est notre grande interrogation, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, nous sommes revenus 60 ans plus tard. L'Afrique a-t-elle besoin de l'Union africaine ? Eh bien, 24 ans après sa création à Durban, en Afrique du Sud, l'Union africaine peine encore à s'affirmer non seulement sur la scène mondiale, mais sur le continent même dont elle est censée incarner, sinon l'Union, au moins l'aspiration à un minimum de solidarité. À quoi sert cette organisation depuis sa révolution dénominationnelle? Mais il faut commencer dès le début. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'États africains se réunissent à Addis Abeba, en Éthiopie, pour fonder l'Organisation de l'Unité africaine. Créée au lendemain des indépendances sous l'impulsion du panafricaniste ghanéen Kwame Nkrumah, la première institution continentale africaine a pour but de faciliter l'union et la solidarité entre pays africains pour parachever la décolonisation et se libérer du racisme de l'apartheid. Mais les manœuvres des puissances coloniales et les enjeux de la guerre froide accentuent les clivages entre les membres de l'OUA qui ne parviennent pas à empêcher les conflits ni à révoquer les régimes dictatoriaux. En 1999 donc, les 53 chefs d'État de l'OUA signent la déclaration de Sirte pour lancer le projet d'Union africaine. Les objectifs de cette nouvelle structure sont de renforcer l'union politique et le développement socio-économique du continent, de promouvoir la démocratie et les droits humains et de favoriser l'intégration de l'Afrique sur la scène internationale. 40 ans après la fondation de l'OUA, l'Union africaine est officiellement créée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Depuis 2017, elle réunit l'ensemble des 55 pays africains. Depuis lors donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les objectifs ont été atteints? De 1963 en 2023, cela fait 60 ans. Qu'est-ce qui a réellement changé? Eh bien, mesdames, messieurs, c'est à Addis Abeba qu'est née donc l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, à l'issue de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement africains. Une année plus tard, la deuxième réunion au sommet de l'OUA décidait d'y établir définitivement le siège de l'organisation. Quel pays d'Afrique pouvait mieux convenir pour héberger la première capitale africaine que ce vieux royaume demeuré tout au long de son histoire, 2 fois millénaire, à l'abri des servitudes coloniales? L'indépendance ne pose pas à l'Éthiopie des problèmes aussi graves que ceux que connaissent la plupart des autres États du continent, pour la simple raison que ces institutions et ces dirigeants sont depuis toujours rompus à l'exercice de la souveraineté nationale et que les facteurs externes ont ainsi moins de prise de l'évolution sur la vie politique. Il en résulte du même coup une stabilité de régime assez exceptionnelle non seulement en Afrique, mais dans l'ensemble des pays en voie de développement qui ne pouvaient que renforcer le prestige de la confiance dont jouit l'empire d'Haïlé Sélassié auprès de la majorité des autres nations africaines. Qui plus est, mesdames, messieurs, l'Éthiopie, il faut le dire ainsi, a toujours voulu être à l'avant-garde de la lutte anticoloniale et dès les débuts du mouvement d'émancipation africaine, elle se pencha avec sollicitude sur les efforts des jeunes nationalistes et a su défendre leur cause sur la scène de la diplomatie internationale tout en ménageant les vieux usages et les règles du droit international. Cette modération, cette pondération correspondent bien à la réserve traditionnelle dont la politique éthiopienne ne se départit jamais à propos des grands problèmes de l'époque contemporaine. On peut dire que l'Éthiopie est l'ami de chacun sans être l'ennemi de personne, et pour la cause africaine, c'est une garantie de succès que d'avoir choisi sa capitale comme siège de la première institution qui
groupe l'ensemble des nouveaux pays indépendants de l'Afrique noire et blanche. Le pays de l'empereur Haïlé Sélassié n'est mêlé à aucun des conflits internationaux de grande envergure de l'époque actuelle. Évidemment, le problème frontalier avec la Somalie est une ombre dans ce tableau. Mais quel État au monde n'a jamais été prise avec des litiges avec ses voisins? La volonté d'Addis Abeba de coopérer avec l'OUA pour résoudre ce problème est un gage supplémentaire de sa bonne volonté. Mais ce qui est assez bizarre, jusqu'à preuve de contraire, c'est que en revenant sur le mot OUA, et surtout en déclarant haut et fort en 2002 qu'on devenait l'Union africaine, eh bien ces chefs d'État s'étaient fixés des objectifs. Nous sommes en 2023, au moment où nous faisons cette émission, nous sommes le 17 janvier 2023. Qu'est-ce qui a réellement changé depuis que ces chefs d'État ont créé ou alors ont donné un autre nom à cette organisation continentale? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Ont-ils atteint leurs objectifs? En tout cas, nous nous interrogeons. Géopolitique OUA, UA, une révolution dénominationnelle, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le sociologue ancien à l'université de Douala, Jonathan Batengene, qui est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour à tout le milliard de téléspectateurs qui nous regardent. Nous leur disons beaucoup de courage, la lutte continue, la victoire est pour bientôt. Les étapes qui ont déjà été parcourues, les succès qui ont été engrangés, ne nous reposons pas sur nos lauriers, n'en faisons pas des acquis définitifs. Il faut toujours conquérir des pans de cette souveraineté. Continuons le combat, restons éveillés et redoublons d'ardeur. N'ayez pas l'impression que les choses deviennent faciles. Non, l'adversaire s'adapte, change de stratégie et à tout moment peut ressurgir, même là où on ne l'attendait pas. Donc, c'est à chacun de nous de continuer à rester vigilant et à poser des actes qui vont dissuader cet adversaire de revenir sur le continent avec ces nouvelles techniques. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'être avec nous encore ce matin. Eh bien, on se rappelle du 25 mai de 1963, lorsqu'a été créée l'Organisation de l'Unité africaine. Seulement, en 1999, les chefs d'État vont prendre l'initiative qu'il faudra changer ce nom pour qu'il devienne l'Union africaine. Ils ont des objectifs. Finalement, en 2002, précisément à Durban, en Afrique du Sud, ce nom va changer. Et nous, on se pose la question aujourd'hui, était-ce tout simplement une révolution dénominationnelle? Déjà en 1963, il y avait beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été solvés. Oui. Des enjeux, par exemple, le Maroc qui a porté, je crois, c'était Mohamed VI, qui était le roi. Mohamed V. Mohamed V qui était le roi. Et il y avait la question du Sahara occidental, avec l'Espagne qui était présente dans cette zone-là. Il fallait décoloniser cet espace. Le Maroc comptait sur mettre tout ça dans le cadre des luttes de libération. C'était un enjeu qui permettait au Maroc d'occuper ou bien de voir ce territoire lui revenir. Oui. Le Maroc s'est retrouvé, par la force des choses et des événements, à porter le projet panafricaniste. Aux côtés de l'Algérie, qui était également en plein processus de décolonisation, aux côtés de l'Éthiopie, qui n'avait jamais été colonisée, aux côtés de l'Égypte, Sadat, Nasser, on sait que Nasser, c'était le grand. Il avait cette vision du monde arabe, mais également d'une Afrique forte et une Afrique indépendante. Et tous voulaient l'unité de l'Afrique. Il y avait bien sûr aussi le Ghanéen, Kwame Nkrumah. Ceux-là, ils portaient le projet, ils voulaient voir l'Afrique unie. Ça a formé finalement le club de Casablanca, ou le bloc de Casablanca.
avec la déclaration de Casablanca. C'était une déclaration forte, c'était informel, mais c'était fort. Ça visait à intégrer les pays africains au sein d'une fédération et d'avoir cette fédération comme étant véritablement l'entité politique continentale. Oui. Et de l'autre côté, on avait le bloc de Monrovia. Mais oui, posons-nous un peu des questions, nous Africains. D'où venait que Monrovia, c'est la capitale de Libéria. Oui. Monrovia, qui à cette époque vivait sous le coup d'une oligarchie comment on va expliquer ça? C'était des anciens esclaves libérés aux États-Unis. Oui. C'était une diaspora africaine qui est revenue et qui se sentait, depuis le 19e siècle où ils sont rentrés, ils avaient comme l'impression qu'ils sont les nouveaux maîtres. C'est-à-dire que tellement ils ont vu le maître, c'était des ouattaristes, on peut dire comme ça. Oui. C'est vraiment la perception qu'a Ouattara aujourd'hui de lui-même. Il dit, tellement j'ai côtoyé le blanc. Dans leur tête, le blanc, ce n'est pas simplement la race. Le blanc, c'est une sorte de déité. C'est une entité démiurgique. C'est à la limite un petit dieu. Alors, il a tellement été au contact de Dieu qu'il y a une partie de la divinité qui lui a été transmise. Donc, il a été tellement au contact des Occidentaux, ils ont tellement été au contact des maîtres occidentaux, des esclavagistes, qu'eux-mêmes, ils estiment qu'ils sont désormais un peu les maîtres là. Et les autochtones sont un peu, comme eux ils étaient esclaves, c'est eux les esclaves. Comme ça qu'ils ont géré le Libéria. Et vous voyez un tel pays bizarre, qui a été conçu comme ça. Une diaspora qui est rentrée, qui a ces conceptions bizarres. C'est eux qui prennent le leadership pour parler aux indépendants de la façon dont l'Afrique va s'unir. Non, chacun sera chez lui, sera maître dans sa petite case, et puis bon, ça va. Ce sera l'Afrique comme ça. C'était l'idée du club de Monrovia, le bloc de Monrovia. Et vous aviez dedans, les Larbins étaient nombreux, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Il y avait les Larbins, tous ceux qui savaient que le pouvoir là, c'est seulement la France qui m'a donné ça. Puis c'est la France certainement qui leur disait, voilà le groupe. Hein. C'est les États-Unis qui ont créé ce groupe. Allez, vous les suivez tous. C'est comme ça qu'ils sont tous allés là-bas, Larbins. Et finalement, les deux groupes vont discuter. Les autres vont voir que nous sommes peut-être trop ambitieux, trop en avance sur notre temps. C'est-à-dire le groupe de Casablanca. Et dit, bon, on va faire quelque chose. 1963, c'est un compromis. L'organisation Même si tout le monde n'est pas d'accord en 1963. C'est ça, l'organisation de l'unité africaine. C'est un compromis. Deux visions de l'avenir de l'Afrique s'entrechoquent et à la fin, les uns estiment que peut-être qu'il n'est pas encore temps d'activer le grand projet, mais peut-être qu'il serait temps, c'est nos frères quand même. On voit aussi beaucoup de panafricanistes le dire aujourd'hui. Hein. Même si Ouattara est comme il est là, c'est aussi un Africain, non? Tout le monde n'est pas panafricaniste, hein, voilà. Il faut bien préciser. Ils disent que c'est un Africain, non? Donc, cette conception-là, ils ont fait le compromis. Alors, qu'est-ce qu'est devenu l'OUA? L'OUA est devenue une organisation de fonctionnariat international. Les batailles, c'était quoi? Les batailles, c'est sur le plan diplomatique, il faut le rayonnement du Cameroun, il faut le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc, on se bat pour avoir le secrétaire général. Il faut le secrétaire général, c'est notre pays. Vous savez que dans de telles tractations, il y a donc encore d'autres compromis. Ah non, vous allez soutenir un tel là-bas, il va soutenir ici. Et puis, il y a au niveau international les pays étrangers qui tiennent ces pays, qui finalement nouent les compromis entre les pays au gré de leurs intérêts. Et c'est comme ça que les pays voulaient accéder des secrétaires généraux et on présentait ça dans les médias mensonges d'Occident qui font de la propagande occidentale. On dit le secrétaire général, le Camerounais est un tel, le Burkinabé un tel, le Malien un tel. On fait de ça un objet de fierté. Ce secrétaire général, il est secrétaire général, votre pays, vous ne voyez jamais les retombées de son secrétariat. L'Organisation de l'Unité africaine était une coquille vide. On justifiait des gros salaires,
En fait, on créait une élite qui devait être la nouvelle bourgeoisie comprador continentale, qui allait s'empiffrer dans la traîtrise vis-à-vis du continent, c'est-à-dire ils allaient mieux asservir le continent et être rémunérés pour la cause et être même louangés parce qu'ils avaient droit aux honneurs, au prestige. Ils étaient considérés comme des diplomates. Et donc cette classe-là qui a été construite va jouer son rôle. Et ainsi, il n'y aura jamais eu dans l'Organisation de l'Unité africaine une vraie réflexion sur ce qu'est l'unité de l'Afrique. Un autre élément, vous allez voir que de 1963 jusqu'à 2002, si vous regardez nos universités, moi j'ai souvent été étonné. Je vois des collègues partager, ils disent bourse Erasmus. Ils envoient ça dans les forats. Ils font ça tous les jours là. Ils envoient dans les forats. Les collègues aînés, hein, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils sont membres des laboratoires occidentaux. Ce n'est pas mon objectif. Donc, ils partagent des bourses Erasmus. Et les étudiants, je les vois répondre « Merci, prof. Merci, prof. » Et je me pose une question. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas une organisation qui pourrait aussi donner des bourses pour faire des recherches dans le cadre africain. Si bien que les étudiants sont obligés d'aller bénéficier des bourses adressées au cadre européen. Parce que Erasmus, c'est purement l'Union européenne. Donc vous avez l'OUA qui n'a jamais milité, qui n'a jamais fait quelque chose dans le cadre de l'intégration. Alors, les coups d'État, les crises, n'en parlons plus. C'était monnaie courante. Quel était le mécanisme? C'était la condamnation. Nous condamnons le coup d'État. Depuis quand une condamnation a déjà changé les choses dans un pays? C'est des déclarations, des vœux pieux. C'était ça l'OUA. Une coquille vide. Quand bien même ils ont voulu créer la force ECOMOG, qui allait intervenir en Sierra Leone et au Libéria, ECOMOG, ça a été un fiasco. Les Nigériens ont été empêtrés dans un conflit là-bas. Ils ne savaient même plus, ni tel ni que, où est-ce qu'ils vont s'en sortir. Finalement, on a dû transformer ça en mission des Nations Unies pour avoir quelque chose de plus consistant, avoir un peu de financement. C'est comme ça que les Nigériens ont été épaulés par d'autres nationalités. Et puis, il y a eu des compromis après. Bon, les États-Unis ont fait leur géopolitique de toutes les manières, que ce soit en Sierra Leone ou au Libéria. Ce n'est pas ces forces-là qui ont empêché cela. Sous l'OUA, alors là, c'était comme si le continent était à la merci des Occidentaux. Vu qu'il y avait cette classe, cette nouvelle bourgeoisie, comprador, qui a été créée au sommet des États, cette bourgeoisie comprador continentale a laissé les États à la merci, que ce soit des multinationales ou bien des intérêts étatiques occidentaux. Et on n'a jamais vu l'Organisation de l'Unité africaine s'inquiéter à aucun moment de cette situation qui créait véritablement le chaos sur le continent. On a même subi, et ça c'est le pic, en 1982, à partir de 1990, les fameuses révolutions de couleur qu'on appelait les conférences nationales souveraines, adoubées par l'OUA. C'est-à-dire que vous avez une instance qui n'a aucune capacité réflexive sur un phénomène complexe qui se déroule, de déstabilisation, qui se déroule sur son sol. Elle a double phénomène, comme l'individu lambda qui court les rues. Et on ne va pas parler des plans d'ajustement structurel qui sont arrivés, ont dévasté le continent. Aujourd'hui, s'il y a des millions de morts dus à ces plans d'ajustement structurel, c'est aussi à cause de l'incapacité de l'OUA à réagir face à des menaces extérieures. Donc, l'OUA, c'était une coquille vide. Kadhafi, qui, avec tous ceux qui, les chefs d'État qui ont constaté cette situation comateuse dans laquelle
se trouvait l'OUA, ont décidé de réfléchir. En 1999, ils se retrouvent donc à Sirte. Et la déclaration de Sirte en dit long. Pour la première fois, c'est quelque chose de différent par rapport à l'OUA. Oui. Ils ne vont pas dire que c'est une organisation panafricaine. C'est pourquoi le combat que nous menons aussi, mon frère Ngoz, c'est le combat légitime de l'Afrique. Ils disent panafricaniste. Ils précisent qu'elle est panafricaniste. Donc, en fait, il faut préciser pour nos téléspectateurs, un média peut être panafricain ou bien une organisation peut être panafricaine, sans être panafricaniste. Je m'explique. Merci de le préciser. Dans le cadre, par exemple, de votre activité, si votre champ d'études, si votre champ de déploiement, c'est l'Afrique, et que vous touchez plusieurs pays, que vous permettez à ces pays d'interagir, vous pouvez vous revendiquer être une organisation pan-africaine. Pan qui veut dire l'ensemble, et Afrique, donc l'ensemble qui touche l'ensemble de l'Afrique. Mais vous devenez panafricaniste, vous pouvez être même panafricaniste sans être panafricain, c'est-à-dire que vous pouvez être un panafricaniste dans votre propre pays, c'est-à-dire quoi? Que vous êtes un militant de l'idéologie qui vise l'émancipation de l'Afrique. Parce que le panafricanisme, c'est l'idéologie qui vise l'émancipation des peuples africains. Oui. Donc, vous pouvez être un panafricaniste sans même être panafricain. Vous pouvez être dans votre pays. Tout ce qui concerne l'Afrique, vous défendez, mais vous n'avez jamais mis vos pieds Dans un pays. dans un pays. Un autre pays africain. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de panafricanistes qui ont une audience panafricaine. Parce que notre audience, par exemple, votre média, elle est panafricaine. Mais nos véritables cibles et notre véritable objectif, c'est de transformer des Africains en panafricanistes. C'est-à-dire des militants. Et donc, Kadhafi dit que l'organisation qui naît là, qui s'appelle Union africaine, c'est une organisation qui n'aura que pour cause défendre l'émancipation de l'Afrique. Se battre pour l'émancipation de l'Afrique. C'est la déclaration de Sirte. Donc le cap était fixé. Et que fait Kadhafi au sortir de là? Nous insistons sur Kadhafi parce que il sera le moteur de l'histoire de l'Union africaine. Entraîné ou bien traîné vers l'arrière par des goulots d'étranglement qui seront les France-Africains, notamment Abdoulaye Wade, avec son affaire qu'il appelait NEPAD. C'est Logoré qui n'avait pas de sens. Aujourd'hui, on se demande, en 2000, quand il peut dire le NEPAD, nouveau partenariat, le NEPAD, on nous rabâchait les oreilles. Aujourd'hui, on se demande, où est passé le NEPAD? Ouad n'est pas mort, Kadhafi il est mort, mais où est passé le NEPAD? Cette nouvelle initiative qu'il avait envisagée là, on devait causer, on devait discuter avec les autres. C'est où? Ça n'existe pas. C'était essentiellement des contre-projets qui visaient à bloquer l'action de Kadhafi. Pourquoi Kadhafi? Kadhafi dit, nous allons avoir nos propres satellites. Vous voyez un peu la différence? On n'est plus dans les affaires de compromis de 1963. Il dit, on a traversé cette époque. On disait à l'époque, là, il n'y avait pas un leader qui a l'argent. Il dit, moi, j'ai l'argent. On dit, non, un pays qui dit, j'ai mon pays, qui a tous les éléments. J'ai même les partenaires. D'ailleurs, mais maintenant, on n'a pas besoin d'avoir l'industrie. Vous appelez les Chinois, ils vous font l'affaire. Il dit, premier satellite, on commence avec les Chinois. Faites-nous Africom. On lance Africom. C'était ça, l'Union africaine. Au sens où l'entrevoyait le nouveau leader qu'il a impulsé, Kadhafi. Et ceux autour de lui. Parce qu'il y a aussi Paul Biya. Il faut lui rendre un hommage. Parce que Kadhafi va réfléchir. Il y a même le président Laurent Koudou Gbagbo qui arrive effectivement à la période où l'Union africaine prend naissance. Et Kadhafi dit, moi je vais créer maintenant une nouvelle monnaie. C'est le moment de faire son deuil une deuxième fois. Nous lui rendons un vibrant hommage.
Parce que Hillary Clinton nous apprend que si Kadhafi est mort, c'est parce qu'il a eu l'idée de la monnaie. Oui. Donc Kadhafi nous dit qu'on va faire la monnaie. L'affaire d'Union africaine, là, ça sera vraie Union africaine. On aura notre monnaie, ils ont l'euro, les autres ont le dollar, les autres ont les... Nous, on aura aussi notre monnaie. Il dit, bon, cette monnaie aura une banque centrale. Banque centrale, ce sera au Nigeria. Il y aura un fonds monétaire pour que nous, on n'aille plus demander l'argent sur les autres. Le fonds monétaire, ça sera à Yaoundé. Il y avait Obasanjo qui était au Nigeria. Un patriote également, un panafricaniste certainement. Même s'il a... peut se poser des questions. Il y avait le président Laurent Koudou Gbagbo, un panafricaniste convaincu. Toi, tu vas abriter... Il y avait une instance, là. C'était la Banque africaine. Et Kadhafi dit, bon, si les choses sont bien, les dés sont aussi bien répartis, on peut maintenant se lancer. 2010, il sera éliminé. 8 années. 2011. 2011, il est éliminé. Donc, en 9 années, en 9 ans, l'Union africaine avait commencé à marquer de grands pas. Il y a eu la réforme de son Conseil de sécurité. Il y a eu la réforme de ces brigades en attente. Parce que Kadhafi pensait que notre sécurité collective pouvait être pensée à partir de l'Union africaine. On a parlé des brigades en attente qui ont été créées dans les différents États, même si actuellement, c'est un projet mort parce que le leader de l'Union africaine est tombé. Et il y a le satellite Africom qui est là et qui sert. Si aujourd'hui, les gens ne le savent pas, si RT France n'est pas suspendu en Afrique, que les Africains le sachent, c'est à cause d'Africom. RT France émet sur Africom. Si plusieurs médias panafricanistes peuvent émettre sur satellite, c'est à cause d'Africom. Parce que là, c'est notre satellite. Ça, c'est les acquis de l'Union africaine, sous le leadership de Muammar Kadhafi. Mais depuis la mort de Muammar Kadhafi. C'était l'objectif, je pense. Oui, parce que cette Union africaine-là avait un Kadhafi comme leader, ça faisait peur. Vous vous souvenez, moi j'étais tout petit, moi j'étais encore très petit. Je suivais parfois Radio Fausse Information, pour ne pas dire France Information. Ils avaient une manière de présenter Kadhafi. Ils disaient, mais est-ce qu'il est le chef? Est-ce qu'il est le guide des Africains? On le voit se présenter. Surtout sur le jour où il a fait la déclaration de Sirte. Il avait réuni tous les chefs, les présidents à Sirte et il s'était habillé comme un chef de village. On dit, mais il est habillé en accoutrement, quelle ambiguïté il lance dans... Je me souviens de l'émission, je l'écoutais, j'écoutais ça avec ma maman. Et ma mère me dit, mais toi tu écoutes? Je dis, mais ils sont en train de dire... Et je riais, je dis, mais ils disent que Kadhafi est habillé là-bas comme un chef. J'imaginais qu'il était habillé comme un chef. Mais ils ironisaient pour simplement donner l'impression que c'est un petit guignol. Il ne compte pas, dis donc. Il ne faut pas croire en lui. C'est des bienfaisés qu'il raconte. Alors que Kadhafi avait un vrai projet. Et quand ce projet a commencé à prendre corps, parce qu'en 2011, ils ont vu que Kadhafi avait déjà levé 120 tonnes d'or. Il a mis de côté, il dit on va faire notre monnaie. La monnaie sera adossée sur l'or. Hey, monsieur là, il est en train de créer quelque chose en Afrique. C'était ça, l'Union africaine. Mais depuis la mort de Kadhafi, l'Union africaine est tombée. Non seulement est tombée, est devenue une agence de sous-traitance de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a eu un revirement de situation, un retournement de situation terrible. Jean Ping. On connaît l'histoire. Maintenant, Faki Mahamat. Lui, on dirait même simplement qu'il est un fonctionnaire de l'Union européenne à la tête d'une instance africaine. Regardez comment il a reçu Colonna et Bebe. Une dernière question cependant, Jonathan Batengene, je vous demanderai donc, qu'est-ce qui empêche justement les chefs d'État africains aujourd'hui à chasser tout le monde au sein de cette Union africaine de recommencer à zéro? Mon frère Ngos, tout montre que
Cette affaire d'Union africaine-là, il faut un leader. Nous sommes africains. Nous nous connaissons. Anthropologiquement, on se connaît. En Afrique, si tu vois une famille qui dandine là, où les gens n'arrivent pas à s'organiser, c'est parce qu'il n'y a pas un leader. Il faut un leader. Le problème de l'Union africaine, c'est un problème de leadership. Il faut un leader. Un leader, ça ne demande pas être le plus ancien des présidents, encore moins le plus capé des présidents. Il faudra un homme qui aura le courage, la sagesse d'un Paul Biya, le courage d'un Kadhafi, la hargne d'un Kadhafi, la détermination d'un Kadhafi. Et d'autres éléments dont Kadhafi était le seul à détenir les secrets pour réussir cette Union africaine. Parce que il faut un homme qui sera capable, quand Macky Sall commence à vouloir aller commander, qui sera capable de lui dire: Monsieur, n'allez pas à leur réunion là avec le nom des Africains. Qui sera capable, parce que le leader, ce n'est pas le chef, hein, ce n'est pas lui qui est parfois le président. Mais quand Kadhafi était là, vous avez vu, les gens n'osaient pas prendre les positions de Macky Sall. Non, Kadhafi ne passait pas par 4 chemins, il passe par la prochaine émission. Il cherche les grands médias occidentaux où toi-même tu as envie de passer. C'est là-bas qu'il vient te dire des choses. Il dit vraiment, c'était pas nécessaire que tu te déplaces. Il fallait rester chez toi. Et il le dit de manière très inconvéniente pour créer justement l'effet ridicule. Donc, il faut un leader. Un leader qui va taper du poing sur la table, qui pourra dire à Ouattara: Ouattara, ce que tu fais là n'est pas bien. Sur une table, il dit: Ouattara, sors, sors. Nous, on ne veut même pas que tu t'asseyes. Si Ouattara a ça un jour dans une réunion de l'Union africaine, nous sommes africains. Il faut que anthropologiquement, on se regarde droit dans les yeux, qu'on se comprenne. En Afrique, quand une famille, ça ne va pas, celui qui fait problème, on le lui dit en face. Donc, il faudra quelqu'un qui aura la capacité de dire à Ouattara: si tu continues tes micmacs, tu ne viens plus à nos réunions. Du moins, tu ne viens plus chez moi. Tu restes chez toi. Même les représentants, je ne veux pas. Il comprendra que désormais en Afrique, il y a garçon. C'est ça qu'il nous manque en Afrique. Kadhafi avait commencé ce travail. Kadhafi a porté les choses. Et ce leader doit être quelqu'un qui fait comme Kadhafi, parce que quand on dit qu'il y a projet, il ne va pas être quelqu'un qui dit: on attend les cotisations et tout le monde. En Afrique, on connaît. Pourquoi les familles sont parfois caporalisées par les plus riches en Afrique? Parce que c'est le principe. Quand vous êtes en train de faire la réunion, on dit: bon, pour le deuil de tel cousin, il faut un cercueil, il faut ceci. Il dit: non, j'ai déjà le cercueil. Tout le monde commence à le regarder. Il dit: bon, le deuil même, ça se passera chez moi parce que le chez lui est trop étroit. Il faut que les choses se passent chez moi. Et tout le monde dit: bon, comme tu as dit, c'est comme ça que ça se passe. On va tous venir. Donc, ce dernier doit être un leader capable de faire comme cela. Qui va faire comme Kadhafi. Quand il dit satellite, il a déjà commencé à mobiliser les Chinois. Il dit: le reste, apportez les fonds, on continue pour le satellite. Quand il dit industrie d'armement, il dit: non, moi j'ai même déjà mis 2 industries. Bon, le Cameroun, là, je vous envoie les experts qui vont travailler à implanter. Les autres Africains vont suivre. C'est notre anthropologie. Ça n'a rien à voir avec la dictature. Les Occidentaux n'ont qu'à prendre ça comme de la dictature, ils ne nous comprennent pas. D'ailleurs, de toutes les manières, n'attendons pas qu'ils nous comprennent. Mais c'est ça, l'Africain. Et nous devons avoir ce leader-là qui portera l'Union africaine. Merci à vous, Jonathan Motengue, d'avoir été de nous ce matin. Merci, mon frère Ngos. C'est un plaisir de partager avec tous les panafricanistes. Et nous espérons que ce leader que nous appelons se dégage et est déjà là. Il est déjà là, ne vous inquiétez surtout pas. Mesdames, messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.